your own safety, please avoid these areas. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+. Alors on a un style de préambule. Ouais, on va faire un petit avertissement, c'est ce qu'on appelle un trigger warning sur les réseaux sociaux, parce que dans cette émission, on va aborder des jeux donc 18+, dont un en particulier, Call of Duty Black Ops 3 pour ne pas le citer, fait forcément, dans les thèmes qui brassent et les images qu'il montre, fait forcément écho aux événements tragiques du 13 novembre dernier. Donc voilà, il est évidemment pas question de faire un parallèle entre les jeux vidéo et ce qui s'est passé, c'est notre métier de faire l'inverse. Seulement, évidemment, dans telles circonstances, il n'est surtout pas question non plus de heurter la sensibilité des gens qui ont pu être touchés de près ou de loin par ça. Donc, voilà, on vous prévient juste que dans cette émission, on va aborder des thèmes qui, en ces malheureuses circonstances, peuvent un petit peu choquer. Donc voilà, si c'est votre cas, c'est peut-être mieux de zapper pour l'instant. Voilà, en attendant, donc on va vous proposer un certain nombre de critiques dans ce numéro de Classé 18+. Les critiques des jeux qui figurent parmi, très clairement, les plus attendus de cette fin d'année. Ouais. Donc c'est assez agréable et on va voir ça avec le sommaire. On commence donc avec la critique de Call of Duty Black Ops 3. Suivi de la critique de Rise of the Tomb Raider. Pour finir avec la critique de Fallout 4. Mais tout de suite, les news. On commence ces news 18+ avec Jason et une initiative plutôt rare dans le milieu. Une vidéo nous montrant quelques minutes de gameplay alors que le jeu n'en est encore qu'à son stade pré-alpha. Friday the 13th a récemment terminé sa campagne de financement participatif en atteignant plus de 800 000 $. Un objectif rempli donc, qui a probablement motivé l'équipe de Gun Media à lâcher cette vidéo. On y voit Jason qui poursuit une meuf. À un moment, elle utilise une fusée de détresse. Bon, en termes d'intérêt, c'est clairement limité. Hein. C'est techniquement faible aussi. Mais comme on a pu l'évoquer dans un classé 18+ précédent, ce principe de multijoueur à 1 versus 7, le 1 étant Jason évidemment, peut générer des situations sympas. Prévu sur PS4, Xbox One et PC, le jeu ne possède toujours pas de date de sortie. Et c'est rassurant parce qu'il y a encore beaucoup de taf. Oh my god! On raconte maintenant une blague, et on l'illustre avec des images d'Afro Samurai 2. C'est un jour un éditeur qui rentre dans un bar, et qui s'excuse pour tout le mal qu'il a fait. Et là on lui dit hey, dis donc, tu t'aurais pas fait... Bon, on s'en fout de la chute. Juste pour dire qu'Afro Samurai 2 Revenge of Kuma a carrément été retiré du marché par son éditeur, Versus Evil, tellement ce dernier a estimé que c'était de la merde. Ceux qui ont malheureusement déjà acheté le jeu vont même se faire rembourser. Un échec complet donc, avoué par le directeur de Versus Evil en personne, Steve Escalante, qui précise que dans cette configuration, il ne peut décemment pas s'occuper des volumes 2 et 3, Revenge of Kuma ayant été pensé à la base comme une trilogie. Alors ouais, le jeu est carrément une vanne, mais on est agréablement surpris par la franchise du boss de Versus Evil. Tout le monde n'aurait pas avoué son échec, et encore moins pris la peine de rembourser les acheteurs. On termine ces courtes news 18+ avec un peu de plaisir quand même, et une sortie PS4 et PS Vita qui se précise concernant Darkest Dungeon. Et c'est au printemps 2016 que les consoleux pourront se faire plaisir sur un jeu qui réunit pas mal de critères d'excellence. Disponible pour le moment en Early Access sur PC, Darkest Dungeon donne dans le Dungeon Crawler, en axant pas mal de ses mécaniques de jeu sur la santé mentale de l'équipe qu'on dirige. Si le principe et le style graphique vous intéressent, on vous invite à jeter un œil à la critique anticipée sur Noco. On rappelle enfin que Darkest Dungeon devrait quitter sa phase d'Early Access sur PC à partir du 19 janvier prochain. Like a robin's egg. Alors bon, on va pas revenir sur les news parce que là, figure-toi qu'on a de la grosse critique et peut-être on va passer notre temps à discuter sur les jeux dont on parle. N'est-ce pas? Ouais. Là, ce qui va suivre, c'est la critique de Call of Duty Black Ops 3. Donc. Black Ops 3. Est-ce que c'est toi qui t'en es chargé du coup? D'ailleurs, je précise pour ce numéro de Classé 18+, moi j'ai pas de critique. J'étais mobilisé ailleurs, hein, j'étais sur sur d'autres endroits. Mais voilà, c'est toi qui t'en es chargé. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant? Non, rapidement, et ce sera le cas pour Fallout 4 aussi. C'est des critiques qui arrivent un peu tard parce qu'on a raté de peu le coche de la dernière émission. C'est le problème qu'on a de temps en temps avec Classé 18+, étant donné que c'est bimensuel. Quand on rate un coche, ça arrive 2 semaines plus tard. C'est un peu dommage. Voilà, on espère. Mais c'est pas grave, parce que ça nous laisse du temps. C'est pas grave, ça nous laisse du temps et c'est aussi ça qu'on aime pouvoir faire sur nos lives, c'est-à-dire prendre le temps de bien parler des jeux. Exactement. Voilà. Et c'est d'ailleurs exactement ce que tu t'apprêtes à faire dans la critique qui va suivre. Gentil. Je t'en prie.
Pile à l'heure comme tous les ans, la licence Call of Duty est revenue en ce mois de novembre se vendre par camion entier avec Black Ops 3. Développé par Treyarch, qui forme désormais un trio de développeurs en rotation sur la série, avec ce qu'il peut bien rester d'Infinity Ward et le petit dernier Sledgehammer, ce nouvel épisode aura bénéficié d'un temps de production un peu plus long que ses prédécesseurs. L'occasion peut-être de se concentrer davantage sur ce qui devrait faire les spécificités de la sous-série Black Ops et de son développeur pour extraire ce nouveau volet d'une masse devenue très homogène. On peut l'espérer, mais il y a du boulot. Vous réjouissez pas trop, on n'est pas encore là. On a atteint nos buts. L'homme fera toujours mieux que la machine. Il faut dire que de succès commercial en succès commercial, la licence Call of Duty n'est pas spécialement encouragée à revoir en profondeur une recette qu'elle préfère modifier par petites touches. Et on se retrouve donc sans grande surprise transporté dans un futur désormais convenu et bien sombre, en 2065 plus précisément, date à laquelle drones, humains, robots et soldats augmentés se font la guerre un peu partout. Ce cadre, qu'on peine à distinguer réellement de ceux de Ghost et Advanced Warfare, Treyarch a décidé de l'utiliser pour aborder le transhumanisme et les syndromes post-traumatiques. Ces deux notions sont mélangées dans la bouillie assez indigeste et beaucoup trop premier degré qui fait office de scénario, et s'accompagne d'une surcouche manifestement influencée par certaines œuvres de Philip K. Dick et le Inception de Nolan. À 7h31, un groupe terroriste provoque une explosion à bord de ce train. Parce que dans ce futur de 2065, les soldats augmentés sont désormais des genres de hotspots Wi-Fi universels, capables de se connecter directement entre eux, à des ordinateurs, à des portes, à des toasters sûrement, bref, à tout et n'importe quoi, y compris des cerveaux humains. Putain de merde. L'occasion pour Treyarch de se faire plaisir en termes de mise en scène et d'astuces visuelles dans des séquences doublement virtuelles, mais aussi donc d'alourdir énormément un scénario dont on peine rapidement à extraire des enjeux clairs. 11h30, le 11 décembre 2054. C'est dommage parce que, comme souvent dans la série, l'idée de départ n'est pas nécessairement mauvaise et quelques petites fulgurances peuvent faire effet. Ouais. Sans blague. C'est l'exécution qui pêche et peut-être une envie de bien faire qui se transforme en trop faire et dont les ambitions s'accompagnent de beaucoup trop de sérieux. Faisons ce qu'on fait de mieux. Buter des méchants. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Un sérieux qui, au-delà du ridicule qu'il peut susciter, soulève aussi la question du véritable propos de ces jeux qui s'attachent à décrire la guerre de la manière la plus plausible possible, même dans l'anticipation, tout en ayant pour but premier de la rendre amusante à jouer. Facile, t'attends que personne te regarde. Car, aux côtés de la précision et d'une prise en main griffée Treyarch désormais reconnaissable, le troisième nerf de la guerre de Black Ops 3 est clairement le fun. Le fun provoqué par un contexte futuriste qui amène tout un tas d'armes et de possibilités impressionnantes et gratifiantes bien sûr, mais aussi le plaisir et l'amusement provoqués par le partage, puisque ce troisième épisode s'oriente plus que jamais vers le multijoueur. Sa campagne principale est désormais jouable, et même carrément prévue pour être jouée, jusqu'à 4. En résulte un level design beaucoup plus étalé, en grande zone aux multiples points d'apparition ennemis, ou bien en embranchements qui n'attendent qu'un groupe pour être exploités pleinement. C'est tout à fait agréable à plusieurs, et la construction des niveaux fait preuve d'une certaine finesse quand on s'y attaque en bande, mais c'est malheureusement beaucoup moins plaisant en solo, car le jeu ne s'y adapte pas vraiment. Les ennemis ne visent presque que le joueur, malgré la présence quasi systématique d'un PNJ à ses côtés, et apparaissent régulièrement aux quatre coins des niveaux si on ne fait pas très attention à la manière qu'on a de les aborder. Ils se remettent en position. Ça peut amener des situations assez frustrantes, d'autant que l'on est désormais régulièrement aux prises avec des nuées de robots assez résistants, contre lesquels le headshot ne suffit plus. Quand il ne s'agit pas carrément de ces sortes de boss que Treyarch a cru bon de rajouter en l'espèce de ces soldats d'élite en armure ou de tanks. Lance-lui un truc costaud. C'est une façon comme une autre d'amener la difficulté, mais le caractère très statique et pas vraiment palpitant de ces affrontements peut faire regretter le temps où les boss d'un Call of étaient créés en variant les situations ou par un groupe de soldats placés de manière particulièrement futée. Qu'à cela ne tienne, les différents pouvoirs fantaisistes et rechargeables aident constamment à retrouver la route du fun. Ponctuellement aidé par la possibilité de courir sur les murs parce que c'est stylé. Ça se présente bien. C'est d'ailleurs cette possibilité, avec le double saut, qui joue pour beaucoup dans le véritable intérêt que peut avoir la nouvelle et énième itération du mode multijoueur compétitif. Beaucoup plus en tout cas que le système d'expérience et de killstreak, toujours à peu près calqué sur le modèle du premier Modern Warfare, vieux de 8 ans.
Mais donc oui, il y a le double saut et la course sur les murs, qui laissent penser que Treyarch a joué au Titanfall des anciens d'Infinity Ward et qui apporte surtout beaucoup de dynamisme et de fun, toujours, au multi. Il y a le nouveau système de classe aussi, qui de son côté confirme que Treyarch n'est pas passé à côté du MOBA, en confiant notamment aux joueurs différentes ultis à utiliser au bon moment durant les parties. Qu'il s'agisse d'une énième manière de repérer temporairement les ennemis sur la map, ou bien d'armes et de pouvoirs inédits, ces bonus temporaires pourront bien changer la donne, à condition d'être bien utilisés et coordonnés. Dans le cas contraire, ils se contenteront d'être amusants, ce qui est déjà très bien. Dommage alors que la plupart d'entre eux soient soumis aux mêmes conditions de déblocage que les armes. Mais les éternels optimistes diront que ça contribue à diffuser encore davantage un contenu immense déjà distribué sur de nombreuses heures pour quiconque voudra faire le tour de tout ce que le jeu a à offrir. Dans le multi-compétitif donc, et ses nombreux modes classiques accompagnés par la nouvelle arène, elle aussi inspirée par le MOBA, mais aussi dans la campagne qui se soumet aux mêmes règles de déblocage d'armes et d'accessoires en nous laissant visiter le QG des Black Ops entre chaque mission. Et dans le mode zombie aussi, qui pour son retour s'est grimé en film noir à l'ambiance très soignée et qui avance pour le moment une seule grande carte qui a déjà de quoi occuper et amuser assez longtemps. Et donc oui, le décalage qui existe entre le sérieux et les maladresses du scénario de la campagne principale et l'amusement que le jeu s'acharne et parvient la plupart du temps à procurer peut potentiellement gêner. Mais c'est de toute façon le lot d'à peu près tous les jeux de guerre à tendance plausible, dont il n'est pas question de faire le procès ici, et qui trouvent peut-être dans l'anticipation décomplexée un début de solution au problème inévitable du propos lourd, amusant à jouer. Et c'est dû surtout à une maîtrise certaine des mécaniques de jeu et du level design. Une maîtrise très académique et évidemment un peu navrante dans sa manière de ne se revoir que par toutes petites touches sans jamais se remettre réellement en question ou en danger, mais une maîtrise réelle. Qui fait que, même si elles peuvent être déprimantes en comparaison de tout ce que le jeu vidéo a d'autre à offrir, les palettes et les palettes de jeux vendus restent méritées. Il y a de toute façon un certain talent à produire des objets aussi populaires, quoi que l'on puisse en penser. Le génie, maintenant, peut consister à reconquérir cette popularité en imposant de nouveaux standards. Comme l'avait fait en son temps le premier Modern Warfare, dont on espère tout de même voir arriver le véritable héritier bientôt. Ces enfoirés plaisantent pas. Ouais, nous non plus. Non mais vraiment c'est gentil, parce que Mais t'étais c'est pas normal. obligé. Mais c'est tout à fait normal. Attention Ça fait longtemps maintenant qu'on travaille ensemble. Alors, Call of Duty Black Ops 3, est-ce que tu as des choses à ajouter? Ouais, je veux revenir rapidement sur cette notion que j'aborde vite dans la critique, sur le décalage qu'il peut y avoir entre les propos sérieux de ces jeux-là, de ces jeux de guerre en particulier, et le fait qu'en tant que jeu vidéo, ils doivent, c'est leur taf, proposer une expérience amusante, fun. D'ailleurs, j'emploie tout le temps le mot fun. J'aimerais bien, si vous avez un synonyme à me proposer. À part amusant. Parce ouais, que... mais tu vois, amusant, c'est pas pareil. C'est moins fun comme mot que fun. C'est un vrai problème que j'ai souvent quand je vous dis fun. J'aimerais bien trouver autre chose, mais j'arrive pas à trouver exactement. Bah allez-y, bon, voilà. On ouvre si vous avez des idées. Et, donc voilà, c'est leur but de proposer une expérience distrayante, amusante, fun. Mais quand tu mets ça en parallèle avec un discours qui se veut sérieux, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. Un discours vraiment très plausible en tous les cas, parce que là on parle d'anticipation, et comme je le dis, c'est peut-être une manière de justement s'éloigner de ça, s'éloigner de ce petit conflit qu'il peut y avoir. Bon, ça reste des discours plausibles, et ça peut être un petit peu gênant. Alors je suis pas du tout en train de dire que c'est alarmant, que c'est un gros problème et tout ça. On n'est pas là pour dire les jeux de guerre c'est mal, ça fait des problèmes. On fait tout l'inverse. Mais voilà, il y a quand même je sais pas ce que t'en penses, mais ce petit décalage qui peut faire un peu bizarre parfois. Ouais, mais effectivement, mais après tu peux avoir aussi le travers inverse, c'est-à-dire les jeux qui sont conscients qu'ils proposent de la mécanique et une histoire avec de la guerre, tout ça, mais du coup ils décident à travers les dialogues, les personnages, d'en faire quelque chose de rigolo, d'être peut-être trop dans le second degré, pas suffisamment dans le sérieux. En fait, ça dépend, c'est une question de propos, je pense. Il y a des jeux qui adaptent complètement leurs propos à ces contextes-là. On peut parler de Spec Ops The Line qui était excellent à ce niveau-là, ou moi ça m'a fait penser un peu à Far Cry 3, qui n'est pas un jeu sur la guerre en tant que tel, mais qui dans son propos te disait vraiment
regarde ce que tu fais quand tu joues à un jeu vidéo. Tu vois, tu contrôlais un ado un peu pété qui se retrouve embarqué dans une sale histoire et qui trouve plein de bateaux autour de l'île sur laquelle il est, mais qui pourtant ne s'échappe pas. Tu peux pas t'échapper parce que t'as envie de continuer un jeu vidéo. Là, tu vois, il y a un genre de discours quand même qui a aussi dans le dernier Black Ops avec ces histoires de regarde, on se connecte dans des mondes virtuels pour faire des simulations. C'est pas la première fois que la série brasse ce genre de choses. Donc bon voilà, il y a des discours à sortir de ça. Effectivement, le trop sérieux et le trop on s'en fout peuvent poser problème. C'est juste une zone. Voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est pas forcément que c'est un problème, mais que c'est, à mon avis, c'est une zone un peu grise, un peu floue, à laquelle les développeurs doivent forcément penser. Tu vois, on en parlait avec This War of Mine. Ouais. Il y a 2 semaines, pardon. Les développeurs disaient que c'était une expérience dure pour eux parce qu'ils ont vraiment voulu montrer la guerre. Tu vois, et j'en ai parlé un peu avec le développeur en marge de l'interview. Ouais, devoir faire un jeu amusant quand tu dois brasser des thèmes si lourds, si durs, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pour des films, pour plein de choses. Enfin, bien sûr. Et la deuxième chose, très rapidement, c'est ce que je disais en conclusion, la qualité indéniable, quelque part, du travail qui est fourni sur ces jeux-là, sur ces jeux annuels. On revoit les Call of Duty, on les revoit tous les ans. On a tendance à les dénigrer, en particulier sur No Life, on est bien placé pour faire ça, parce qu'on a vraiment... On est dans cette démarche de dire le jeu vidéo c'est plein de choses différentes, il faut en attendre plein de choses. Voilà, et il faut être exigeant aussi d'une manière générale. C'est ça. Mais n'empêche que ces jeux sont bien faits. Ouais. Ils sont bien calibrés, ils sont faits pour marcher et ils réussissent dans cette mission-là. Et ça, faut pas le dénigrer non plus. Tu vois, faut pas. On a tous tendance à dire non mais les trucs trop populaires, de toute façon c'est nul, tout ça. Le populaire en tant que tel n'est pas nécessairement un problème. Il peut en engendrer, on le verra peut-être dans la critique de Fallout 4, mais le populaire en tant que tel n'est pas un problème. D'accord. Voilà. Et il y a aussi peut-être aussi cette dimension, on aime bien quand les devs prennent des risques, quand ils proposent quelque chose de neuf, et ça va être en partie, j'imagine, un des aspects traité dans la critique qui va suivre là normalement. Absolument, qui est celle de Rise of the Tomb Raider. On regarde ça tout de suite. Avec ses 8,5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, le reboot de Tomb Raider peut raisonnablement être qualifié de succès. Pourtant, malgré le constat froid et implacable que livrent les chiffres, nombreux sont ceux à ne pas avoir été emballés par ses qualités ludiques. C'est notamment notre cas chez No Life, dont la plupart des membres de la rédaction s'accordent sur le fait qu'il ne s'agissait que d'un Uncharted poussé jusqu'à la caricature. Avec un traitement du personnage de Lara Croft franchement grossier et une dimension survie absente, le jeu se révélait même décevant sur 2 des points où il était attendu. Une voix dissonante qui continue à faire jaser sur les forums, mais qui n'a néanmoins pas empêché Microsoft de miser sur la série. Pour étoffer son line-up de fin d'année, le constructeur américain a en effet financé une partie de Rise of the Tomb Raider, sa suite, afin d'en faire une exclusivité temporaire à destination de ses Xbox. Voyons s'il a bien fait ou si Crystal Dynamics est l'auteur d'une nouvelle déception. You sent me for a reason. I was chosen for this. I will succeed. See that you do. Hey! Dans Rise of the Tomb Raider, Lara est une aventurière confirmée, plus âgée et sûre de ses capacités. Elle entend accomplir l'œuvre de son père défunt et entreprend donc de poursuivre ses recherches. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et sur la route qui l'amène à la source divine, un artefact censé octroyer la vie éternelle à son possesseur, elle va vite être obligée de guerroyer contre des soviétiques lourdement armés. L'histoire comme la narration n'ont donc rien de très original, et ce n'est malheureusement pas les différentes personnalités croisées au cours de l'aventure qui relèveront le niveau. Constantine, le grand méchant du jeu, est le prototype du bad guy pas fino. Les autres PNJ, dont on préfère taire l'identité, s'avèrent particulièrement creux. Et on vous épargne les révélations liées au plot twist, cramées à des kilomètres. Même s'il était particulièrement maladroit, Tomb Raider 2013 avait au moins l'ambition de donner un peu d'épaisseur au personnage de Lara Croft. Ici, l'archéologue évolue dans un rôle sans relief, et c'est tout juste si les fans seront satisfaits d'en apprendre plus sur son passé. Ceci dit, Rise of the Tomb Raider a le mérite de faire voyager et d'en mettre plein les yeux. Du
prologue en Syrie à la conclusion au milieu du froid sibérien, cette suite ne commet aucune faute de goût. Les panoramas sont à couper le souffle, les décors impressionnent par leur ampleur, et la direction artistique s'avère suffisamment travaillée pour donner le sentiment d'explorer les vestiges d'une civilisation oubliée. Stunning. We made it, Dad. Si Rise of the Tomb Raider est un très beau jeu, facilement l'un des plus réussis de cette fin d'année, il le doit aussi à son héroïne, qui a bénéficié d'un soin tout particulier. Entre son grain de peau plus vrai que nature, les mouvements de sa chevelure, la texture de nylon de sa doudoune ou encore ses animations plus riches et détaillées qu'à l'époque du reboot, Lara a clairement franchi un palier en termes de réalisme, de quoi inciter les joueurs à plonger dans cette nouvelle aventure, d'autant que le jeu a aussi le bon goût de proposer de la VO. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the Prophet's tomb, Elena. Les sous-titres français sont hélas truffés de fautes, mais l'option a au moins le mérite d'être proposée. What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel it. Oh God. Du reboot de Tomb Raider, on retient un Uncharted maladroit, sans inspiration, presque à la limite du hors-sujet avec ses innombrables gunfights. Heureusement, si cette suite en reprend les grandes lignes, elle s'efforce aussi de rendre le tout beaucoup moins pénible. Alors que le précédent épisode avait la fâcheuse tendance à nous mettre sur des rails, Rise of the Tomb Raider s'avère moins scripté et offre davantage de liberté. Il compte encore beaucoup de passages à base de non, de corniches qui se dérobent et de passerelles qui s'effondrent. Mais globalement, on a moins la sensation d'être spectateur. Les niveaux ont gagné en volume et se montrent plus propices à l'exploration. Les énigmes sont plus nombreuses. Tandis que les séquences de shoot, moins systématiques, profitent de l'étendue des décors pour proposer plusieurs types d'approches. Si les progrès en termes de construction sont réels, il est dommage de voir que l'IA n'a pas évolué en presque 3 ans. Avec des ennemis une nouvelle fois aveugles, puis extrêmement agressifs une fois que Lara a été repérée, difficile de miser uniquement sur l'infiltration, alors qu'il s'agissait précisément d'une des nouveautés de cet opus. L'exploration et le loot ont pour leur part beaucoup plus de sens que dans Tomb Raider 2013. Déjà parce que le jeu compte plus de zones ouvertes, avec de nombreux tombeaux cachés et même quelques missions annexes confiées par les PNJ. Et ensuite parce que Lara ramasse désormais des ressources de différentes natures, comme du bois, du tissu, des herbes ou des peaux de bêtes. Fini la récolte des matériaux qui n'étaient finalement qu'une sorte de monnaie. Désormais, pour améliorer son équipement, il faut se munir des éléments adéquats, et donc partir à la chasse si nécessaire. Un système beaucoup plus logique, même s'il faut admettre qu'il reste encore sous-exploité. Entre des ressources qui abondent et un aspect survie toujours très limité, le craft n'a pas la place qu'il mériterait d'avoir. Il y a bien la possibilité de fabriquer des flèches et des cocktails Molotov à la volée. Il est bien possible de se faire un bandage pour éviter d'attendre que la régénération automatique fasse effet. Mais on aurait aimé un système de blessures permanente, un peu à la MGS3, ou au moins que les températures polaires aient un impact sur les capacités de l'héroïne. Côté game system, les choses n'ont en revanche pas beaucoup évolué, et s'organisent toujours autour des feux de camp. Chaque action est une nouvelle fois susceptible de rapporter de l'XP, et chaque montée en niveau est ensuite récompensée par un point de compétence. Les arbres de talent sont toujours au nombre de 3, et même si les capacités à débloquer sont beaucoup plus nombreuses, la progression de Lara suit un chemin similaire à celui proposé dans Tomb Raider. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Même topo en ce qui concerne les armes, car malgré quelques évolutions bien senties, le fait de se retrouver avec un arsenal identique pèse un peu sur le sentiment de redite que l'on peut éprouver. Si Rise of the Tomb Raider ne dispose plus de multijoueur, il est tout de même possible de prolonger le plaisir grâce au mode expédition. Celui-ci propose de retraverser les différents niveaux en y ajoutant une dimension scoring et même un système de cartes pour s'octroyer différents bonus et malus. Idéal pour aller flamber sur les classements en ligne, même si la possibilité de s'offrir des packs moyennant quelques euros semble encourager le pay to win. Autant le reboot avait fini par nous saouler avec ses scripts omniprésents et son action débridée, autant cette suite est parvenue à nous séduire. En effet, s'il ne révolutionne pas la formule établie il y a bientôt 3 ans, Rise of the Tomb Raider a su faire les changements qui s'imposaient. Avec une répartition des différents gameplays beaucoup mieux équilibrée et une exploration davantage encouragée, il s'éloigne gentiment du modèle Uncharted et laisse entrevoir un joli potentiel. Bien sûr, on regrette que Crystal Dynamics ne soit pas allé plus loin en termes d'infiltration et de survie. Bien sûr, les différentes mécaniques sont très proches de celles croisées dans le jeu d'origine. Mais vu le succès de ce dernier, il était de toute évidence difficile de bouleverser le concept. On espère maintenant que le 3e volet confirmera le renouveau de la série.
Car s'il fallait faire un seul et unique reproche à Rise of the Tomb Raider, ce serait au niveau de son manque d'audace. Sa fin, notamment, se repose un peu trop sur des gunfights fatigants, alors qu'il y avait sans doute mieux à faire. Alors, Rise of the Tomb Raider, moi, je t'avoue que je suis vierge au niveau de cette... J'ai pas joué au reboot, j'ai rien touché. Ouais. J'ai vu des trailers. Ouais. Bah moi, j'avais joué au reboot et j'avais pas été fan du tout. C'est ce que dit Young dans sa critique. Il se trouve que dans à No Life, on en a un peu parlé. On est plusieurs dans ceux qui avaient joué, y compris Thierry, bien sûr, à l'époque de la critique, à ne pas vraiment avoir apprécié ce premier reboot. Enfin, ce reboot, en fait. Et ouais, j'étais vraiment pas fan du tout du premier. Et là, ça a l'air enthousiasmant. Enfin, je veux dire, dans la critique de Young, en tout cas, moi, j'ai pas encore fait le Rise. Je l'ai vu un petit peu tourner dans des events plus tôt et quand Young a fait ses saisies, évidemment. Ouais, c'est enthousiasmant. Ouais. Enfin, je trouve que, en tout cas, il adresse les problèmes que je trouvais au premier épisode. Il aborde notamment la dimension survie. Alors c'est quelque chose qui fait beaucoup discuter et il manque pas de le préciser dans sa critique. L'aspect survie. Pourquoi on parle de l'aspect survie, Kevin, pour un Tomb Raider ? Mais parce que, Jamy, parce que Fred, en fait, plutôt. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on nous avait présenté le jeu. Le premier reboot, j'entends. C'est comme ça qu'on nous l'avait présenté. Faut bien comprendre que dans la vie d'un jeu, donc il y a plusieurs étapes et notamment pendant le développement et donc avant la sortie, on est amené à rencontrer les développeurs dans tous les sens à l'occasion de plein d'events et donc on discute. On fait aussi des behind closed doors, on nous présente des choses et c'est vrai que pour le reboot, mais aussi pour celui-là, on nous parlait d'aspect survie et qui passait et c'était notamment amplifié par ne serait-ce que la présence d'un système de craft. Bien sûr. Ça implique quelque chose. C'est ça, c'est pas de la com, on voit dans le jeu qu'il y a des débuts, en tous les cas, pas forcément très développés. C'est ça qui était le problème, pas le fait qu'il y ait de la survie ou qu'il n'y en ait pas, et que ce soit justifié ou pas dans un Tomb Raider, c'est qu'il y avait manifestement des débuts de survie, de tentatives d'installation d'une ambiance de survie. C'est évident, on avait même pu jouer à des premiers builds à l'époque, enfin je dis on, c'est la presse, pardon, nous-mêmes, je sais pas si, moi non, je sais pas si toi t'as eu l'occasion, de jouer à des premiers builds du reboot, dans lesquels la survie était plus développée, où il y avait plus ces histoires d'animaux qui traçaient sauvages à chasser. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Du coup, t'as automatiquement des attentes. Du coup, nous, on est obligé d'évoquer le fait que là, t'avais une attente là. Voilà. Et encore une fois, tu dis attente et comme tu le disais, c'est pas que des attentes parce que c'est dans le jeu. C'est un élément dans le jeu qui n'est pas forcément aussi développé que sa seule présence pourrait le laisser espérer. Donc c'est normal d'en parler. Il n'est évidemment pas question de faire le procès d'un jeu sur un élément qu'il ne veut pas pousser à fond. Il n'est évidemment pas question de dire Tomb Raider c'est nul, c'est un sale jeu de caisse. Enfin tu vois, c'est pas ça. Mais seulement, il y a un élément dans le jeu. Il n'est pas forcément super bien développé. Du coup, peut-être qu'il parasite un peu le reste. Peut-être que, voilà, on y consacre du temps pour pas grand-chose. C'est normal d'en parler. Voilà. Et en plus, dans le premier reboot, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'était clairement pas le plus gros problème du reboot. J'ai lâché 2 cratères. C'était clairement pas le plus gros problème du reboot. Genre moi, personnellement, à titre personnel, je m'avancerai pas pour Thierry et sa critique, qui est consultable sur Noco. L'absence de survie ou la présence, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui en faisait un jeu que j'ai trouvé vraiment très chiant. Donc. Mais alors, là, pour celui-là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a des perspectives, parce qu'évidemment, on imagine que la série elle va continuer. Il y a des perspectives beaucoup plus jolies là, parce que on a l'impression que, si on réfléchit, puis on essaye dans la mesure du possible de proposer des nouvelles choses, pas se reposer uniquement sur ce qu'on avait proposé, parce que faut savoir qu'il s'était très bien vendu le reboot de Tomb Raider, et donc moi je trouve ça toujours méritant alors même que t'as une formule qui te donne l'impression que ça fonctionne et que tu écoutes beaucoup de choses, de réfléchir à ton affaire. Après la formule il la garde quand même, c'est pas il la change pas complètement, mais c'est vrai qu'il y a des mais en fait c'est un peu comme les Call of Duty, tu vois, j'en parle dans la critique, c'est une formule qui fonctionne, donc on va pas s'amuser à la changer complètement, ce serait suicidaire, mais voilà, on fait des petits trucs, on les ajoute notamment en développant un petit peu le système de survie et en apparemment plus d'énigmes, moins de gunfights qui étaient pas fous dans le premier, tout ça. Mais c'est bien. Donc c'est très bien. Par contre, un truc
c'est cet exclu. Voilà, temporaire. c'est ce ça que dont t'as- je voulais ouais, parler. ok. Vas-y. Bah, il y a cet exclu temporaire sur Xbox, sur les Xbox de Microsoft, bientôt sur ordinateur, donc Windows aussi. Ça peut poser un petit peu problème parce qu'on sait que le jeu donc va sortir sur Windows en début d'année prochaine a priori, puis sur PS4 dans 1 an carrément. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 1 an, tu peux pas ressortir le même jeu que maintenant. C'est pas possible. Tout le monde s'en foutrait complètement. Évidemment, quand tu arrives dans la période de pré-Noël, c'est un ça, petit peu, d'autant où plus. tu dois rendre tes affaires un petit peu sexy, tu peux pas te pointer avec un jeu, c'est le même sur la console concurrente, mais il est sorti il y a un an. Tu peux pas faire ça. Voilà. Vous vous souvenez d'il y a 1 an, voilà. Voilà. Donc tu auras automatiquement au moins une édition enhanced avec C'est du ça. DLC en plus, avec des trucs en plus, évidemment, et donc un petit peu plus sexy. Mais du coup, Et donc, voilà, on peut s'attendre à ce qu'elle soit revendue sur Xbox One à cette occasion-là. Et ça, c'est un peu... Enfin, tu vois, on parlait dans un 18+, de la saison dernière, ça date un petit peu, mais tu sais, de ces exclus qui ne sont pas forcément bénéfiques pour le joueur. c'est ça. Et en particulier pour celui qui bénéficie d'une certaine manière en premier exclu. Ouais, parce que c'est ça. comment tu peux ne pas ressentir de la frustration quand tu kiffes ton Tomb Raider, le reboot, ce qu'ils en ont fait, et t'as ton jeu, là, tu joues, et 1 an plus tard, putain, on te ressort sur Xbox One à peu près le même jeu, mais avec des trucs, putain, t'as envie de rentrer dedans, t'as pas envie de débourser. Alors ils vont peut-être s'arranger avec un style de DLC pour Peut-être, c'est vrai, bien sûr, on peut espérer ce genre de choses. Mais voilà, c'est en tous les cas, et puis même, tu vois, une exclue temporaire, quand on parlait, donc encore une fois, la saison dernière, de ces exclus qui peuvent être bénéfiques dans le sens où elles donnent une couleur à une console, où elles contribuent à créer l'identité d'une console. Bon, c'est pas le cas des exclus temporaires. C'est évidemment pas le cas des exclus temporaires. C'est juste, c'est des deals financiers qu'on comprend tout à fait, parce que, c'est important de se faire une place, surtout pour Microsoft en ce moment, avec la Xbox One. Et alors que tout s'écroule autour de nous, avec ces bruits-là. D'accord, mais pour le joueur, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien du tout, en fait. Et ça, c'est dommage. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. À la fin de la journée, honnêtement, c'est pas grave. Voilà. D'autant que là, on va parler donc du gros jeu de ce numéro de classé 18+. Le gros jeu attendu, cette fin d'année, c'est Fallout 4 et c'est encore toi qui t'y es collé. C'est vrai. On va regarder ça tout de suite. Il paraît que la guerre ne change jamais. C'est en tout cas ce que nous répète chaque introduction de la série des Fallout depuis sa création par Interplay en 1997. Et pourtant, la guerre, celle des Fallout en tout cas, a bien changé en près de 20 ans. Amputée peu à peu de tous ses membres fondateurs, la licence a également vu une première ébauche de 3e épisode entièrement annulée, puis finalement ses droits vendus à l'éditeur Bethesda en 2004. Et ce faisant, le noyau de Fallout a muté, en quittant le RPG pur et dur pour se calquer sur les plans de son nouvel éditeur, à savoir l'aventure en vue subjective d'abord, et le jeu de rôle ensuite si on a le temps. Mais aujourd'hui, après tout ça, après un 3e épisode pas tout à fait convaincant et un New Vegas beaucoup plus apprécié commandé au studio Obsidian, Fallout 4 nous répète pourtant une nouvelle fois que la guerre ne change jamais. Reste à voir maintenant ce qu'il entend par là. Je fais dans la reconstruction faciale. C'est sans danger et instantané. Ma barbe! Oh! C'est vraiment vous! Certaines choses effectivement ne changent pas. Dans Fallout 4, comme dans les précédents épisodes de la série, il est une nouvelle fois question de contrôler un survivant à tendance solitaire, perdu dans les terres désolées du continent américain, ravagé par une guerre atomique. Il s'agit cette fois-ci du Commonwealth du Massachusetts, et donc des environs de Boston. Cela même qu'affectionnait Lovecraft, dont on peut retrouver l'influence dans certains lieux comme la carrière de Dunwich, ou dans le surréalisme terrifiant de certains ciels criblés de radiation. L'enjeu pour le personnage principal est de retrouver son fils Sean, capturé pendant une stase cryogénique longue de 200 ans, passé dans l'abri 111 censé protéger la population de l'apocalypse nucléaire. Sorte d'inversion de celui de Fallout 3, ce pitch servira ici aussi de simple déclencheur et sera bien vite complètement dilué sous les tonnes de quêtes annexes et autres arcs scénaristiques qui forment le jeu. Je cherche du travail.
Il est à ce titre assez étrange de voir Fallout 4 s'appesantir lourdement sur les origines pré-apocalyptiques du personnage principal et sa relation avec son enfant dans un long prologue, pour les balayer ensuite si rapidement au premier PNJ important croisé. Car ce premier PNJ, qui sera très certainement le milicien Preston Garvey, sera l'occasion de constater la façon singulière qu'a le jeu d'aborder le concept d'écriture. On vous aidera autant qu'on peut, ne vous en faites pas. Placé face à des situations assez banales ou des dilemmes pas franchement cornéliens, le joueur devra régulièrement choisir entre des options de dialogue partagées entre le oui, le non et le sarcastique, qu'on imagine se situer quelque part entre les deux. Vivement la fin du monde. Ça me plaît. Il ne faut pas s'attendre à plus de précision avant le choix, ni à beaucoup de développement ensuite. Fallout 4, qui se targuait pourtant avant sa sortie d'aligner une quantité hallucinante de lignes de dialogue, n'a pas jugé bon de préciser qu'on peinerait autant à y trouver la moindre substance. Car les mots et leur usage ne sont manifestement pas le but de ces dialogues, qui ne permettront d'ailleurs que très rarement de conclure le moindre conflit autrement qu'en vidant ses chargeurs. Les dialogues, le scénario et les personnages ne sont ici que de simples moteurs de quête au sens tout à fait mécanique du terme. C'est-à-dire qu'ils sont uniquement là pour servir des prétextes sur un plateau afin de justifier l'exploration des nombreux bâtiments remplis d'ennemis qu'il faudra nettoyer pour progresser. Ils n'ont pas, à quelques très rares exceptions près, le moindre intérêt en tant que dialogue ou personnage, et le monde de Fallout 4 apparaît malheureusement comme tout à fait désincarné. Ce n'est pas tout à fait étonnant de la part de Todd Howard et de son travail sur Fallout 3, Oblivion et Skyrim, mais c'est tout de même assez dommage. D'autant que ce nouveau Fallout, comme les jeux cités à l'instant, est une formidable machine à ambiance et à situation. Qu'il s'agisse de cette ville construite sur les ruines du Fenway Park, d'une carcasse d'avion croisée par hasard en milieu des terres désolées, ou encore des étendues radioactives de la mer luminescente, les fulgurances sont nombreuses et leur découverte un véritable plaisir. C'est ce qu'il y a après qui peut décevoir. C'est l'absence de développement, ou les intérieurs lassants car beaucoup trop semblables de chaque bâtiment hanté par les mêmes pillards ou les mêmes synthétiques qu'il faudra impérativement abattre un à un. L'occasion de réutiliser une version un peu moins permissive du VATS est traînée dans Fallout 3 qui permet toujours de simuler vaguement le tour par tour en proposant de dépenser ses points d'action en tir ciblés sur les différentes parties du corps des ennemis. Comme pour nous pousser un peu plus au temps réel complet, cette fonctionnalité ne stoppe désormais plus totalement le temps et se contente de le ralentir. Car il faut bien se le mettre dans le crâne, en baston comme ailleurs, Fallout 4 préfère de loin l'action à la réflexion. C'est sûrement pour ça que son système de perks a également été grandement simplifié et qu'il a totalement abandonné la notion de karma qui punissait autrefois les mauvaises actions, même opérées en cachette. Dans les deux cas, ça n'est pas nécessairement un mal. La nouvelle utilisation des compétences se fait de manière assez naturelle et ergonomique et permet tout de même la conception de semblants de builds intéressants ou marrants, tandis que l'absence de karma encourage un peu plus l'expérimentation. Pris individuellement, ces changements pourront donc être très bien accueillis, mais c'est quand on les remet dans le contexte général du jeu qu'ils peuvent gêner, car ils contribuent à faire de Fallout 4 un jeu trop simple et surtout beaucoup trop sage. Trop appliqué à nous refaire l'inventaire rigoureux des éléments clés de Fallout, il en oublie totalement l'audace ou l'impertinence et remplit le mauvais cahier des charges. Celui des Vault Boys, des Ink Spots et des Stimpaks, des super mutants, des ghouls et des Nuka-Cola. Celui des atours en fait, qu'on est évidemment très content de retrouver puisqu'ils font partie de l'ADN de la série, mais qu'on préfère voir accompagnés d'un vrai fond et de quêtes intéressantes. Il en existe dans Fallout 4, et le jeu sait faire preuve de petits sursauts de folie, comme Oblivion, Skyrim ou Fallout 3 ont su le faire avant lui. Vous avez affaire, il me semble. Mais c'est assez maigre, comparé aux dizaines et dizaines d'heures passées à tirer sur tout ce qui bouge sans implication ni conséquence. On pourrait alors aborder le jeu comme un open world libertaire qui sèmerait des graines de situation en attendant l'eau de nos idées et de nos envies. Et les nouveaux systèmes de craft et de construction vont a priori complètement dans ce sens-là. Dans celui de la survie post-apocalyptique également, popularisé depuis plusieurs années par la seconde vague du film de zombies. Malheureusement, dans un cas comme dans l'autre, le résultat n'est que moyennement convaincant. Les différentes disciplines de craft sont amusantes et ont l'énorme mérite de justifier la collecte compulsive de tout ce que le jeu propose à ramasser, tandis que sur le papier, la possibilité d'assembler, gérer puis protéger des colonies à travers le Commonwealth est on ne peut plus enthousiasmante. Mais les deux systèmes sont assez lourds d'utilisation et les récompenses apportées un peu trop maigres pour qu'on y voit beaucoup plus que les annexes totalement optionnelles qu'ils ont la lucidité de rester. Là encore, Fallout 4 se contente peut-être un peu trop des apparences au détriment du fond, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en l'état, et tout aussi engageant que puisse être son univers ou certaines de ses propositions,
Tout aussi agréable qu'il puisse être à jouer aussi, on passe finalement des dizaines et des dizaines d'heures sur un RPG moyen plombé par ses envies de FPS. À moins qu'on ne soit déjà devant un FPS moyen plombé par ses origines de RPG. En réalité, on n'est sûrement devant aucun de ces deux cas, mais plutôt dans celui d'un jeu qui obéit beaucoup trop sagement à la formule moderne de Bethesda que l'on pourrait attribuer par raccourci à Todd Howard. Fallout 4 n'est certainement pas un mauvais jeu, et on y trouvera assurément de quoi s'amuser assez longtemps, à condition de ne pas attendre de belles prouesses d'écriture. Mais en l'espèce, il n'est ni plus ni moins que Bethesda, le jeu vidéo, édition post-apocalypse. Il n'a aucune personnalité autre que celle que peuvent bien suggérer ses décors. Dans le fond, il n'est qu'une recette qui peine à masquer ses gros rouages, si tant est qu'elle essaye seulement de le faire. Et fatalement, il n'a de Fallout que le nom et l'allure, et de jeu de rôle que quelques vagues origines. On pourrait facilement dire que la comparaison avec The Witcher 3 et son approche intelligente et rondement menée du monde ouvert à la sauce RPG fait beaucoup de mal à Fallout 4. Mais ça n'est même pas tout à fait vrai, car en fait, la comparaison avec le New Vegas d'Obsidian suffit déjà amplement à montrer les limites de cette formule Bethesda au cul perdu quelque part entre les chaises du RPG, du FPS et de l'aventure. Une formule qui gagnerait vraiment à être entièrement revue, quitte à ce que ce soit pour revenir un peu aux origines impertinentes de la série. Si ça n'est pas le cas, on ne pourra malheureusement que se contenter de voir les Fallout et les Elder Scrolls se suivre et se ressembler, en attendant de s'en foutre. On souhaite vraiment un avenir meilleur à ces belles séries, mais c'est mal engagé. Car il paraît que la guerre ne change jamais. La guerre ne change jamais. Non, la guerre ne change jamais. Je me suis aperçu après, c'est un peu regrettable, après la rédaction et le speak de la critique, je me suis rematé l'intro que j'avais évidemment vu. Et dedans, en VF, en tous les cas, il dit « La guerre ne meurt jamais ». Ah, alors, mais bon, là, ça ne change rien parce que je base un peu ma critique de l'intro dessus et la conclusion. Mais en tout cas, c'est la baseline la catchphrase, pardon, de Fallout depuis le premier. Et je sais pas si en VO, j'ai pas vérifié depuis, si en VO il dit toujours War Never Changes ou s'il dit War Never Dies, je sais pas. Non, il dit War Never Changes. Oui, mais dans le dernier, je veux dire. Ah, dans le dernier, je ne saurais pas dire. Je pas touché. Voilà. Bon. Donc Fallout 4. Ouais. Alors, la guerre ne change jamais et c'est peut-être un peu le problème. Bah oui, c'est pour ça que j'enchaîne là-dessus. C'est ça. C'est peut-être un peu le problème, mais j'aimerais là préciser une petite chose concernant cette critique. Et c'est très général pour les critiques sur No Life en règle générale. C'est si on parle de critique, si on dit pas un test et tout ça, c'est qu'il faut bien dissocier. Là, en regardant cette critique de Fallout 4, on pourrait dire « Oh, mais quoi, s'il est nul le jeu, enfin, ils l'ont descendu, c'est nul, tout ça. » Non, pas nécessairement. Désolé, ça va? Pardon, ça va. Peut-être des petites radiations. Un petit rat de cafard qui est mal passé. J'ai trouvé de l'eau par terre, tiens, ça m'intéresse. Mauvaise idée. Je sais bien. Mauvaise idée dans le Commonwealth. Non, oui, je l'ai peut-être pas assez dit dans la critique, je vais le répéter ici. C'est pas un mauvais jeu, Fallout 4. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas parce qu'un jeu peut amener des problèmes, et là en l'occurrence surtout des problèmes quant à l'avenir de la série, hypothétique, que c'est un mauvais jeu. Il n'est pas question de dire c'est pourri. La critique telle qu'on la conçoit souvent sur No Life, c'est aussi justement essayer de voir ce qu'un jeu peut vouloir dire au-delà du fait qu'il est bien ou pas bien. Évidemment. Donc voilà, dissocier bien ça, il n'est pas question de descendre un jeu ou d'encenser un jeu. Voilà, parfois c'est aussi juste dire le jeu il est ce qu'il est, mais dedans il y a ça. Bah, ça c'est intéressant d'en parler. Voilà. Bon. Et maintenant, ce qui me dérange moi dans ce jeu, c'est le côté consensus mou. C'est un jeu, c'est le jeu du consensus mou. Tu vois, c'est-à-dire donc encore une fois, avec tout ce que je viens de dire là et dans la critique, on peut l'apprécier, il y a pas de problème. Moi-même, t'as pris il y a des moments où t'as pris pas déplu, pas du tout. Mais c'est justement ça, c'est qu'à mon avis, on ne peut pas détester ce jeu-là. C'est un jeu qui ne peut pas être détesté. Au pire, tu joueras, tu diras oui, ok, d'accord. Bah, c'est pas ma cam, je vais pas y passer des heures. Bon, mais ça m'a pas déplu. Tu peux pas détester ce jeu-là. Ok, c'est bien, ça rejoint ce qu'on disait sur Call of Duty, il y a un côté populaire qui est plaisant. Mais là, le mauvais côté de ça, c'est que pour moi, des jeux que tu peux pas détester, tu peux pas les adorer non plus. Voilà. Tu vois, c'est... Par opposition, par exemple, à Fallout 1 ou 2 en particulier, où t'es capable de le mettre dans ton top 5 ou même ton top 3 de... Et encore aujourd'hui, s'il faut, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est l'histoire de, tu sais, vous avez déjà lu des shonen.
T'as déjà lu des shonen? J'ai déjà lu des shonen. Bon, il y avait des gens qui se battaient, et puis parfois tu voyais les forces. Ouais. Tu vois, ah bah t'es dans Hunter x Hunter, dans Hunter x Hunter. Ils disent, tu vois, soit tu mets des pics, soit t'essayes d'aller un peu partout dans ton espèce d'octogone, de compétences. Voilà. Okay. C'est ça. Et il parle vraiment d'un tamis, tu vois, quelles sont les pierres qui ne tombent pas? C'est soit les pierres qui sont immenses, donc comme les gros octogones, soit les pointues. Parce que les pointues, elles s'arrêtent comme ça. Et donc, c'est important aussi parfois d'être pointu. C'est-à-dire de dire, tous les gens qui kiffent ça, ils vont adorer. Tu vois, ils vont adorer, c'est un sentiment bien plus plaisant que un octogone pas immense. Tu vois, où tu vas dire, bon ben, tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait, plus ou moins satisfait. Plus ou moins satisfait. C'est chouette aussi parfois de pouvoir dire mais j'adore ce jeu, tu vois, je me battrais pour ce jeu, pour dire, tu vois, c'était mon cas avec Oli Oli, alors que je sais très bien que il est pointu as fuck ce jeu, enfin, tu vois, il y a plein de forces qu'il pourrait avoir qu'il n'a pas, et dont les gens pourraient dire mais du coup je m'en fous de ce jeu, c'est de la merde, j'en veux pas. Ouais, mais quand t'es dans le délire, c'est trop bien. Fallout 4 pour moi est incapable de faire ça. Il est incapable de faire ça parce qu'il est trop sage, La formule est trop sage. Alors c'est dommage. C'est en particulier, t'insistais là-dessus, mais c'est l'écriture, quoi. Ouais, l'écriture ou son absence, en fait. Tu vois, c'est dû en partie, j'imagine, ça me paraît presque, en tout cas évident, à moi, que le fait d'avoir voulu doubler le personnage principal t'empêche de faire des dialogues comme on les avait eus jusqu'ici, jusqu'à New Vegas, par exemple. Et d'ailleurs, lire des grands pavés de dialogue, c'est pas toujours super plaisant, bien sûr. Mais là, c'est, comme je le dis dans la critique, que les choix se résument à oui, non, sarcastique. Ouais, c'est dommage. Je trouve ça un petit peu chaud. C'est dommage parce que, alors bien sûr, c'est un peu développé par ce que dit le personnage après, mais un petit peu. D'autant que très souvent, c'est des illusions. C'est-à-dire qu'il développe un peu de la même manière, quel que soit le choix que t'aies fait. Ou alors, des choix servent à te ramener vers un autre. C'est-à-dire que tu revois le même choix jusqu'à ce que tu prennes la bonne réponse. Bon, voilà, tout ça, c'est dommage parce que l'écriture, c'est pas que les mots qui sont écrits, c'est pas que des jolies phrases, c'est aussi, et on en avait vachement parlé dans The Witcher 3. L'écriture adaptée aux jeux vidéo, l'écriture des quêtes, la justification. Comment on t'amène les choses, comment les choses sont liées entre elles, la justification des mécaniques du jeu, en fait, pour moi, le jeu vidéo, c'est principalement de l'illusion. C'est cacher des lignes de code avec des graphiques, avec du son, c'est ça. Mais au fond, c'est toujours des lignes de code. Donc il s'agit de cacher ça, c'est le plus gros enjeu du jeu vidéo, je pense. L'écriture peut aider à masquer tout ça. Et là, dans Fallout 4, c'est pas vraiment le cas, parce que ces personnages qui n'existent pas vraiment, enfin qui ne sont pas tout à fait plausibles, ces situations qui sont génériques, ces situations qui se résolvent presque tout le temps en allant tuer des pillards, en allant tuer des j'ai oublié le terme, pardon, des synthétiques, voilà. Des synthétiques ou des mutants, voilà. Tout ça masque très mal le fait que le jeu n'a pour seule ambition de te faire passer du temps, tu vois, en faisant un peu tout le temps la même chose. Ça masque mal les rouages qui marchent bien du jeu. Mais il s'agirait de les masquer mieux, je pense, ces rouages-là. Voilà. Ok, alors d'une manière générale, j'ai l'impression que pour ce numéro de classé du plus, il y avait ce thème de est-ce que tu as réussi à te renouveler et est-ce que ce que tu as fait augure du meilleur pour du renouvellement futur? Et j'ai l'impression qu'on a répondu pour les 3 jeux. C'est ça, ce soir. Et c'est pas étonnant pour ces sorties. Alors Fallout 4 sort un peu du lot, mais ces sorties de fin d'année qui concernent souvent soit des séries redondantes, qui reviennent tout le temps. Il y a eu le cas d'Assassin's Creed dans le précédent numéro, soit des jeux très attendus vers lesquels convergent toutes les attentes. Donc c'est vrai que c'est toujours l'enjeu. Qu'est-ce que vous nous avez proposé de nouveau? Parce qu'on veut du nouveau, généralement. C'est ça. Ou si c'est pas du nouveau, il faut que ce soit excellent. Il faut que ça soit l'excellence. Et j'espère, Kevin, que dans 2 semaines, les jeux dont on sera amené à parler, ils verseront maintenant. Laisse-moi te dire que j'en sais rien pour le moment. Et ça, c'est ce qu'on appelle du tease, mesdames et messieurs. Voilà. En attendant, on vous dit bonne soirée et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao. Salut.